Alors moi je vais commencer par définir ce qu'on va entendre par croyance irrationnelle en me servant de la science pour définir ces concepts. Et ensuite, je vais parler des mécanismes psychologiques qui sont à l'origine de ces croyances dites irrationnelles. Et en balance, on va mettre ce qu'on appelle l'esprit critique en évidence. Par quel mécanisme peut-on l'exercer en vue de développer notre autodéfense intellectuelle? Donc, dans un premier temps, j'ai voulu faire un état des lieux de l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui Internet, c'est-à-dire ce marché de l'information, pour reprendre les termes de Bronner. Dans quelle mesure les Belges aujourd'hui utilisent ce média pour s'informer? Eh bien, il faut savoir que plus d'un individu sur deux dans le monde a accès à Internet, et qu'en Belgique, le taux de pénétration est de plus de 94%, les données datent de janvier 2019, qu'en moyenne, un individu belge passe 1h30 sur son téléphone mobile ou bien sur son ordinateur, et que vous êtes 65% inscrits sur des réseaux sociaux. Donc une utilisation massive de ce média, mais aussi une utilisation en vue de s'informer. Donc ici, vous avez un graphique qui montre que la source principale d'information, c'est Internet, s'informer sur les actualités, suivi de très près par la télévision, et ceci dans une très large majorité, et de manière constante depuis plusieurs années. Ce qu'on remarque également, et c'est là que ça peut commencer à poser problème, c'est que presque un individu sur deux en Belgique utilise ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook par exemple, YouTube, pour s'informer et donc avoir accès à de l'information. Ça peut ne pas être fondamentalement grave si tant est qu'on ne fait pas particulièrement confiance, en tout cas pas de manière aveugle, à ces contenus informationnels. Et il se trouve qu'un individu sur deux en Belgique, de manière générale, accorde sa confiance à ce qu'il lit ou écoute sur Internet. Alors, il y a quelques nuances quand même, dans le sens où les news que les Belges lisent, ils sont 54% à les utiliser par la suite pour prendre des décisions dans leur vie quotidienne. Cependant, 31% d'entre vous accordent de l'importance à la recherche, accordent de la confiance à ce qu'ils lisent concernant la recherche. Et, chiffre quand même rassurant, 18% d'entre vous accordent de la confiance à ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux. Donc, on est en tout cas relativement clairvoyant sur la qualité des informations que l'on lit. Et c'est Reuters qui dit ça? C'est le rapport Reuters. Donc, c'est une étude qui est faite sur plus de 2000 habitants de chaque pays, sur 38 pays. Tous les ans, elle est faite régulièrement. Et on respecte la méthode des quotas, c'est-à-dire la représentativité des individus qui sont interrogés par rapport à la population. Donc, face à cette massive utilisation des médias pour s'informer, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont à l'origine de nos croyances irrationnelles? Viennent-ils les renforcer, les alimenter? Et pour ça, il va falloir définir ce qu'on entend par croyance irrationnelle. Alors, avec ma formation scientifique, je vais me permettre de circonscrire deux types de pensées irrationnelles. Les pensées dites paranormales, ce sont donc toutes les croyances, les entités et les processus qui vont, si on les acceptait comme vrais, violeraient les lois de la physique, donc de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça renvoie bien sûr à toutes les croyances religieuses, quelle que soit la religion, mais également à tout ce qui est Mansi, par exemple, les êtres surnaturels, donc le Loch Ness, les fantômes, le Yeti, et aussi tous les pouvoirs psy, donc, de manière générale.
On les distingue de ce qu'on appelle les croyances pseudo-scientifiques, qui sont donc des croyances qui ne reposent sur aucune preuve scientifique, mais qui vont utiliser le langage scientifique pour être validées. Donc on entend par là toutes les médecines alternatives, par exemple, l'astrologie, et aussi, bien sûr, l'intelligent design, c'est-à-dire le créationnisme. Le point commun à toutes ces croyances, qui va donc nous permettre de dire qu'elles sont irrationnelles, c'est qu'elles ne sont supportées par aucune preuve empirique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les expliquer avec les outils de la science qu'on a aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on crée ces croyances s'il n'y a pas de preuves probantes que ces entités existent? Eh bien, je vais être obligée de définir ce qu'on peut qualifier du penseur idéal, du raisonneur idéal, à partir du modèle donc, de Kahneman, qui est défini selon deux types de voies de traitement de l'information. Alors, pour faire très simple, la plupart du temps, face à une situation nouvelle, ambiguë, qu'on ne connaît pas, ou qui nous intéresse particulièrement, on va mettre en place ce qu'on appelle un traitement systématique, c'est-à-dire un système de traitement basé sur la délibération. Il va mettre de côté nos émotions, nos a priori, il va élaborer étape par étape un raisonnement qui va se justifier et qui, du coup, va reposer uniquement sur des informations rationnelles. Il va suivre les principes de la logique formelle. Le problème étant que c'est un type de traitement qui est lent et du coup qui est très coûteux. Néanmoins, le résultat est particulièrement garanti, c'est-à-dire que le résultat de ce type de traitement est normalement proche de la vérité, si l'on est Dieu. Ce type de traitement, on ne le met pas en place tout le temps parce qu'il est coûteux, et donc le mode par défaut, c'est ce mode alternatif qu'on appelle le traitement heuristique. Alors il est directement issu du traitement systématique, c'est-à-dire qu'au début, le traitement systématique crée le raisonnement, le fil conducteur du raisonnement, et puis ça devient automatique au fur et à mesure qu'on l'utilise, ce qui crée des raccourcis de raisonnement, ce qu'on appelle des heuristiques, des schémas, qui nous permettent ensuite, par la suite, d'être très rapides dans notre façon de traiter l'information et donc de prendre des décisions. Le problème étant que comme il se passe de justification et que ça repose sur ce qu'on appelle notre intuition, eh bien, il n'est pas exempt de biais et donc parfois nous conduit à produire des erreurs. Alors ces erreurs, elles dépendent de plusieurs facteurs, elles dépendent de nos ressources, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les capacités d'esprit parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a juste pas assez de mémoire aussi, parce que le sujet ne nous intéresse pas, ou alors parce qu'on n'est pas motivé à rechercher l'exactitude, c'est-à-dire à rechercher la bonne réponse face à ce type de situation. Ça veut dire que même si on met en place un traitement systématique, très délibératif, ce qui est mis en œuvre par généralement les scientifiques, puisque leur but c'est la recherche de l'exactitude, ils sont dans une motivation dite épistémique, donc a priori trouvable. Sauf que il se peut que n'importe qui d'entre nous soit en fait animé par une motivation dite plus défensive, qui là n'a pas pour objectif la recherche de l'exactitude, mais a pour objectif de défendre le soi, c'est-à-dire de maintenir une image de soi la plus positive possible. On a parlé tout à l'heure de maîtrise de son environnement, donc de favoriser une réponse qui va éviter de nous menacer, qui va éviter de nous faire peur, par exemple. C'est ce qu'on appelle le biais en faveur de soi. Et c'est ce qui fait que même lorsque on examine de manière délibérative une situation, une information, il se peut qu'on finisse par se tromper et donc qu'on prenne une mauvaise décision, voire qu'on crée ou qu'on adhère à une croyance irrationnelle. Pourquoi, du coup, sommes-nous biaisés dans le traitement des informations? On a une super machine qui s'appelle le cerveau et qui est l'interface entre une situation dans laquelle on va prendre un certain nombre d'informations pour produire une décision, un comportement qui nous permet d'être adapté à la situation en cours. D'accord ? Sauf que, entre le moment où les informations rentrent dans notre système de pensée et sortent, il y a un certain nombre de processus psychologiques qui se mettent en œuvre
Et à chacun de ces processus, il y a la possibilité qu'une erreur systématique, c'est ce qu'on appelle un biais en psychologie sociale, vienne biaiser le traitement de l'information. Alors il en existe plein, il y en a plus de 200 qui sont répertoriés. Je vais bien sûr pas tous les aborder aujourd'hui. Néanmoins, dans le processus temporel de traitement de l'information, c'est au moment où on va percevoir la situation qu'un certain nombre de biais vont se manifester. Je vais être dirigée plutôt vers telle information que telle autre. Celle-ci va m'intéresser plus que l'autre. Celle-ci, je vais la voir, pas celle-là. Si tant est qu'on a bien perçu la situation dans son exhaustivité, après, il y a un certain nombre de biais cognitifs et de biais émotionnels qui se mettent en œuvre. C'est-à-dire que les émotions, je pense que tout le monde intuitivement sait qu'elles peuvent, elles aussi, biaiser notre pensée, mais lorsqu'on va transformer l'information, c'est-à-dire la réduire, la synthétiser, en faire des déductions, au moment de la mémorisation aussi de ces informations, il va y avoir possibilité d'introduction d'erreurs. Et enfin, si tant est que jusqu'à présent tout se soit bien passé, il reste ce qu'on appelle le filtre socio-normatif, on les appelle comme ça, c'est tout un ensemble de corrections, d'ajustements qui va faire que la réponse qui est ici ne va pas satisfaire à l'environnement social de production de notre décision et qui va nécessiter des ajustements. Là, par exemple, la modestie fait qu'on peut, même si on se pense très fort, dire oh, oui, non, je suis à un niveau normal. C'est un biais socio-normatif qui va nous permettre d'être ajusté à mon environnement social. Alors, je vais faire quand même quelques exemples, puisque l'idée n'est pas ici de me croire sur parole, mais de faire vous-même votre propre expérience de ces biais. Alors, cette étude, donc tout le matériel que je vais utiliser, c'est des matériels utilisés lors des expérimentations scientifiques qui ont été reproduites. Donc, premier exemple de biais, ici je vais vous demander d'être particulièrement attentif à la comptabilisation du nombre de passes du ballon de basket effectué par l'équipe blanche. Donc je vais vous demander d'être tous très concentrés, surtout de rester silencieux pour que chacun puisse compter dans sa tête et donc d'identifier le nombre de passes de l'équipe blanche. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, ça va vite. Alors 14, 13. Alors, qui a vu le singe? Le singe. Alors regardez, je ne manipule rien, je ne fais que relancer la vidéo. Cette fois-ci, vous regardez la vidéo sans compter le nombre de passes. D'accord? Vous regardez juste ce qui se passe dans la vidéo. Regardez bien ce qui se passe. Donc vous comptiez les passes de l'équipe blanche. Et pendant ce temps-là, un stimulus sur lequel je ne vous avais pas invité à être focalisé s'est manifesté. Et parce que vous n'étiez pas amené à vous focaliser dessus, la plupart d'entre vous sont passés à côté. C'est ce qu'on appelle un biais attentionnel. Donc ça, c'est la première phase lorsqu'on est dans une situation qui nous amène à nous focaliser sur un certain nombre d'éléments, va de fait nous faire passer à côté d'un certain nombre d'autres éléments qui sont peut-être tout aussi importants, voire plus importants, mais notre attention ne nous a pas permis de les capter. Donc déjà, par la suite, après, notre décision ou notre comportement peut être faussé. Alors, nos sens également nous jouent des tours. Là, c'est le système perceptif, c'est la vision, l'audition. J'ai plusieurs exemples ici. Sur cet échiquier d'Adelson, vous avez donc des cases noires et blanches et une impression de perspective donnée par ce cylindre vert dont la
l'ombre est projetée sur l'échiquier. Il se trouve que la couleur de cette case-là et de cette case-là sont strictement équivalentes. C'est au niveau de la composition numérique de la couleur, en fait. Ça, c'est le même gris, en fait. Sauf que notre cerveau corrige, grâce pour percevoir la perspective, il corrige automatiquement, et donc on a l'impression que cette case-là est blanche par rapport à celle-ci. Autre illusion d'optique, créée par un graphiste indien, le fameux triangle de Kanizsa. Donc notre système perceptif reconstruit en fait des formes de manière automatique lorsque cette forme n'est en réalité pas dessinée. Donc ici vous voyez le triangle, or il n'est pas dessiné. Le clignotement des points blancs sur cette grille. Et enfin, je prends encore un exemple très célèbre. Donc ce dessin ici, vous avez deux images en une. Donc ça nécessite un effort. Instinctivement, la première chose que l'on voit généralement, c'est une jeune femme en trois quarts, de profil, avec une plume sur la tête, sa chevelure, là son profil, son cou, et puis une espèce de voile. Or, si on fait un effort, en fait, il y a aussi une vieille femme que l'on peut percevoir. Je ne sais pas si vous la voyez. Cette vieille femme, en fait, ici vous avez son menton, sa bouche, ici c'est son nez, et son œil est ici, ses cheveux. Et elle porte un foulard sur la tête. Est-ce que vous l'apercevez? Et donc, une fois que vous avez vu les deux, il est impossible d'en oublier les deux. Notre système perceptif bascule de l'une à l'autre, de manière automatique. Donc ça, c'est lié, je ne rentre pas dans les détails, mais à comment notre système perceptif est construit, comment notre cerveau perçoit les objets au niveau visuel. Dernier exemple, c'est ce qu'on appelle les pareigonies. C'est cette tendance que l'on a à percevoir des visages dans des formes aléatoires. Donc, on perçoit dans les nuages des animaux, des objets de la vie quotidienne, mais aussi avec simplement deux petites taches noires et une troisième en dessous, deux taches et une troisième, on a la perception de visage. Ici, on se retrouve avec Marilyn Monroe sur notre tartine le matin, et sur Mars, du coup, on se retrouve avec la perception d'un visage, le fameux visage de Mars, en réalité, hein, c'est un cratère. Et enfin, dans les événements du 11 septembre, un certain nombre de personnes disent qu'ici on voit soit le visage du diable, soit le visage de Bel-Air. Donc ces premiers exemples de biais se recoupent sous ce qu'on appelle les biais attentionnels et les biais perceptifs. Ils sont directement liés à notre façon de percevoir notre environnement. Deuxième type de biais, je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors le premier qui me semble très important lorsqu'on parle de médias et d'Internet, c'est ce qu'on appelle le processus de diffusion de l'information. Il se trouve que dans notre face, à cause de capacités de stockage en mémoire limitées pour notre cerveau, on va devoir sélectionner les informations qui nous sont données, les trier par ordre d'importance et les stocker de manière plus ou moins permanente et les rappeler, c'est-à-dire aller les récupérer dans notre système de stockage pour les utiliser. Et bien toutes ces étapes-là conduisent à ce que lorsque on perçoit un message, par exemple un court extrait de 10 lignes, d'une petite histoire de 10 lignes, comme il y a énormément de mots, énormément de détails, vous ne pourrez pas reproduire à l'identique ces 10 lignes comme ça de manière spontanée, sauf si vous prenez des notes. C'est ce qu'on appelle le processus de réduction de l'information. Donc ici, cette expérience des années 70 a montré que lorsqu'on lit une histoire de 10 lignes et qu'on demande à quelqu'un de rappeler cette histoire, de la raconter à quelqu'un d'autre et de reproduire ce processus plusieurs fois, type le téléphone arabe, eh bien, on voit ici le nombre d'informations qui se réduit drastiquement.
jusqu'à arriver à un palier qui se situe autour de 30%. Ce qui signifie que lorsque on vous raconte une histoire, si vous êtes le premier relais, vous avez 70% de l'histoire originale, mais que plus vous vous éloignez de la source principale, et plus le nombre d'informations que vous obtenez est réduit. C'est très sympa pour les Arabes. Donc c'est lié tout simplement au fait qu'on n'a pas une mémoire très grande et donc on ne peut pas tout mémoriser, ce qui signifie qu'on doit sélectionner. Et on va sélectionner celles qui vont nous paraître les plus importantes. Et ces informations les plus importantes, souvent lorsqu'on raconte l'histoire, on a tendance à les accentuer. On va accentuer les chiffres, on va accentuer les quantités, les distances. Pourquoi? Pour donner une dimension dramatique un peu plus importante qui va permettre de garantir la transmission ensuite du message. Plus l'information est grosse, dramatique, émotionnellement importante, et plus le message aura de chances d'être distribué. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ce qui se passe lorsqu'il y a un article scientifique qui est produit avec un certain nombre d'informations très détaillées. Donc ici, par exemple, un article sur la performance au Trivial Pursuit d'un certain nombre de participants, après avoir été exposés soit à des visages de femmes blondes, soit à des visages d'hommes bruns. Il se trouve que, à la suite d'une amorce de femmes blondes, on a de moins bonnes performances. Alors, cet article n'est vrai que si on considère un certain nombre de détails liés à la situation dans laquelle cette expérience s'est produite. Sauf que les médias, ceux qu'on lit, s'en sont emparés de cet article, et eux, qu'est-ce qu'ils ont titré? Eh bien, ils ont titré que d'abord, les blondes ont le potentiel de faire agir les personnes d'une manière idiote parce qu'elles activent de manière inconsciente le stéréotype de la blonde idiote. Vous connaissez le stéréotype? Les blondes seraient moins intelligentes. Donc déjà, entre ce qu'on peut lire dans l'article scientifique et ce qu'on peut lire dans le premier journal de vulgarisation, il y a une différence, puisque tous les détails qui sont ici, dont je vous fais grâce, ne sont absolument pas mentionnés ici, bien sûr. Et puis, c'est Téléphone Arabe. Le Fox News reprend l'article du Sunday, et lui, il titre « Les blondes rendent les hommes idiots ». Et au final, en France, on se retrouve avec Le Soir qui titre « Les blondes rendent les hommes plus bêtes ». On a effectivement une réduction du message avec une accentuation de l'information qui garantit qu'on va en parler au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce genre d'information? Eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Alors, le curseur de vraisemblance, on le doit à Henry Brock. C'est une petite réglette, en fait, qu'on a dans sa tête ou dans sa poche, peu importe, qui nous permet de déterminer, face à une information, si cela nous semble pas du tout vraisemblable ou tout à fait vraisemblable. Et donc, ce curseur de vraisemblance va nous permettre, en fonction de sa position, de déterminer le niveau de preuve nécessaire pour que l'allégation mérite ou non notre adhésion. Je donne un exemple. Quelqu'un me dit « J'ai vu un signe blanc ». Un signe blanc, mon curseur de vraisemblance, je vais plutôt le mettre vers tout à fait vraisemblable. Moi aussi, j'en ai vu. Donc, le niveau de preuve dont j'ai besoin pour le croire est relativement faible. Autre type d'allégation. J'ai vu un tronc d'arbre géant dans lequel une voiture peut passer. Ah, un arbre géant, ça c'est déjà moins commun. Sauf si vous êtes allé dans les parcs américains voir les séquoias. Sinon, c'est quand même difficile de voir ce genre de choses. Donc, je vais décaler mon curseur de vraisemblance un peu plus vers le pas du tout vraisemblable et donc demander une preuve tangible de cette allégation. Alors, une photo, par exemple, ici, pourrait ça doit faire l'affaire, bien sûr, si celle-ci n'est pas trafiquée. Troisième type d'allégation, les extraterrestres existent, quelle que soit leur forme. Là, ce type d'allégation, mon curseur de vraisemblance est sur le pas du tout vraisemblable. Moi, j'en ai jamais vu. Il n'y a pas de preuve, en tout cas à ma connaissance, qu'ils existent. Donc,
Ça veut dire que pour que j'adhère à ce type d'allégation, il me faut une preuve très tangible, très importante, qui à ce jour, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, n'existe pas. Autre exemple de biais cognitif, c'est l'effet de cadre. Alors j'aime bien cette expérience parce qu'on utilise le matériel de Tversky et Kalman qui nous ont permis de mettre en évidence cet effet. Alors je vais vous demander votre participation. C'est très simple. Ici, vous êtes face à une situation où une épidémie aux États-Unis est en train de s'étendre et vous avez une décision à prendre concernant un programme de prévention vaccinale pour éviter que cette épidémie se répande. Il se trouve que si le programme A de prévention est accepté, 200 personnes seront sauvées. Il faut partir du principe que 600 personnes, le pronostic c'est que 600 personnes vont mourir si on ne fait rien. D'accord ? Donc si le programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées sur les 600 qui devraient mourir. Si le programme B est adopté, alors il y a une chance sur 3 pour que 600 personnes soient sauvées et 2 chances sur 3 pour que personne ne soit sauvé. La question est la suivante. Que faites-vous ? Alors je vous laisse 5 secondes pour choisir. Ah oui. Alors, qui choisit d'adopter le programme A ? Levez la main. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Qui choisit d'adopter le programme B ? Une personne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Les autres ne se prononcent pas, n'ont pas d'avis ou ont une autre décision. Les deux sont les mêmes. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire cette expérience à la moitié de la salle, et puis l'autre moitié de la salle, on leur présente ce problème-ci. Les données sont les mêmes, 600 personnes vont mourir, et il y a le programme C, s'il est adopté, 400 personnes vont mourir. Et si le programme D est adopté, il y a une chance sur 3 pour que personne ne meure et 2 chances sur 3 pour que 600 personnes meurent. On réitère la question, que faites-vous? Et on note la proportion de gens qui préfèrent le programme C. En réalité, ces deux problèmes sont strictement les mêmes. Et même, les deux propositions qui sont faites dans chacun de ces problèmes sont elles aussi équivalentes. Qu'est-ce qui les distingue? Ici, le premier problème, j'ai insisté sur les vies sauvées, c'est ce qu'on appelle les gains. Et ici, c'est le même problème, mais j'ai insisté sur les pertes, c'est-à-dire les vies, les morts. Il se trouve que, bien que le problème soit le même, entre celui-ci et celui-ci, les choix des programmes vont être différents. Et ça, c'est l'itération. Je vous montre les données issues de l'article original. Lorsque donc, le problème rouge, celui du début que je vous ai présenté, dans ce cas de figure, lorsqu'on insiste sur la vie sauvée, il y a 70% de gens qui préfèrent le programme A et seulement 28% le programme B. Lorsque je présente le problème autrement, c'est-à-dire que j'insiste sur les morts, j'observe une inversion totale, parfaite même, du pattern de décision des gens. C'est-à-dire qu'on se met à préférer le deuxième programme. Comment c'est possible? C'est le même problème. Certains d'entre vous l'ont identifié, mais dans un cas, quand j'insiste sur les vies sauvées, je préfère le programme A, et dans l'autre cas, je préfère le programme B. Eh bien, il se trouve qu'en fait, notre système cognitif, notre système de pensée, a tendance à éviter les risques, c'est-à-dire à éviter les potentielles pertes, ce qui nous menace, ce qui nous fait peur. Ce qui signifie que lorsqu'on insiste justement sur ce qui nous fait peur, on va préférer la proposition sûre, c'est-à-dire la proposition qui nous garantit que si le programme est adopté, alors, on va préférer prendre des risques. Si le programme D est adopté, on a une chance sur 3 que personne ne meurt. Donc, lorsque on insiste sur les pertes, on va prendre plus de risques
que lorsqu'on insiste sur les gains. Ici, les gains, c'est la solution A, c'est 200 personnes seront sauvées. On préfère sauver 200 personnes plutôt que de prendre le risque d'en tuer 4. Alors, du coup, ça a un effet direct sur notre façon de décider dans la vie courante nos actions. Ici, vous avez un article qui insiste donc, sur les vaccins, sur le fait qu'un médecin généraliste sur 10 a des réticences. Oui, mais si 1 sur 10 a des réticences, ça veut dire quoi? Inversons le problème. Ça veut dire, comme c'est précisé ici, 90% des médecins généralistes sont pour. Et donc, dans la manière d'aborder cet article, eh bien, les choses vont être complètement différentes. Autre biais cognitif, la confirmation d'hypothèses. C'est ce qu'on appelle un biais de tendance à utiliser, à proposer, à accorder plus d'importance à des propositions ou des exemples qui vont venir confirmer ce que l'on sait déjà, plutôt que de faire l'inverse, ce qui est la démarche scientifique, c'est-à-dire d'essayer de montrer que c'est faux, et si on échoue à montrer que c'est faux, alors on l'accepte comme vrai. Vous voyez, c'est déjà plus compliqué de raisonner comme ça, et c'est ce qui fait que notre système de pensée préfère récolter tous les exemples. Enfin, tu vois, mon horoscope ce matin, il a prédit que j'allais rencontrer l'homme de ma vie, et bim, j'ai rencontré Florent, et aujourd'hui j'ai un bébé avec lui. C'est donc que mon horoscope a de raison. Et toutes les fois où mon horoscope a prédit que j'allais rencontrer quelqu'un et que ça ne s'est pas passé, je les ai oubliés. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tendance à raisonner, non pas pour évaluer la qualité de notre réponse, mais davantage pour la justifier. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Alors, face à des allégations de la vie quotidienne qu'on entend très souvent, je viens d'accoucher, j'étais en présence d'énormément de sages-femmes et d'infirmières, et j'ai entendu je ne sais combien de fois que les nuits de pleine lune, eh bien, il y a plus de naissances, et ces naissances sont plus compliquées. Mais alors, du coup, comment je fais pour savoir si c'est vrai? Si je suis mon biais de confirmation, je vais aller interroger, du coup, les sages-femmes, et leur demander, avez-vous effectivement l'impression que ces nuits-là, c'est plus dur que les autres? Ou alors, je vais utiliser la méthode scientifique, qui est rationaliste, plus objective en tout cas, qui va utiliser des registres de naissance de manière systématique et qui va comparer, en fonction des phases de la Lune, comme dans cette expérience ici, si effectivement il y a plus de naissances. On est en Caroline du Nord, plus de 500 000 naissances ont été répertoriées dans cet état, et en fonction des phases de la Lune, on voit ici la pleine Lune, on a 321 naissances qui sont de manière globale, et 262 qui ne sont donc pas induites par des décisions médicales. Et il se trouve que ce chiffre reste constant, quelles que soient les phases de la vie. Des études comme ça, on en trouve plein dans la littérature scientifique. Pourtant, encore en début de semaine, ma sage-femme m'assurait que ce mois-ci, le jour de pleine lune, les 7 naissances qui ont eu lieu, c'est une preuve que si la Lune a une influence sur les naissances. Que faire? Dernier biais cognitif, l'effet cigogne. Alors, il a un nom un peu rigolo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un biais qui repose sur l'idée qu'à Strasbourg, notamment, les enfants seraient apportés par les cigognes. Et cela vient en fait du constat que dans les villes où il y a beaucoup de cigognes, il y a par ailleurs beaucoup de naissances. D'où les cigognes sont à l'origine de l'arrivée des nouveaux. Alors c'est un biais cognitif puisqu'en réalité, on est en train de confondre deux choses bien distinctes, ce qu'on appelle la corrélation et la causalité. Alors, ici c'est imagé de manière rigolote. La réduction de nos sous-vêtements est bien l'illustration du réchauffement climatique. Vous voyez évidemment que ces deux choses n'ont absolument rien à voir. C'est ce qu'on appelle une corrélation, c'est-à-dire que la tendance d'un événement est complètement indépendante de la tendance du second événement et pourtant on a tendance à les associer
C'est ce qu'on appelle la corrélation illusoire. Et c'est le principe que les nuits pleine lune, il y a plus de suicides, il y a plus de naissances. C'est le même principe. Et lorsque, non seulement on constate que deux phénomènes évoluent en même temps, mais qu'on va jusqu'à considérer que l'un est à l'origine de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contingence, ou la confusion ou corrélation de causalité, et qui est le biais sur lequel repose un certain nombre de croyances, comme les superstitions. Croiser un chat noir porte malheur, briser un miroir, c'est 7 ans de malheur en amour, etc. Alors, on peut se tromper, et puis alors, c'est grave. Sur des sujets comme ça, peut-être pas, mais malheureusement, ces corrélations illusoires ont des conséquences non négligeables sur nos comportements. Je vais parler du test du bonhomme. En psychologie sociale, le couple Chapman a fait une expérience en demandant à des gens comme vous et moi de dessiner des bonhommes des bonhommes qui auraient des problèmes de personnalité particuliers. Alors, dessinez-moi un bonhomme qui a des problèmes d'impuissance sexuelle. Dessinez-moi un bonhomme qui a un problème de paranoïa, etc., etc. Et puis ils ont demandé de faire l'inverse à des experts du comportement, de la personnalité, c'est-à-dire à des psychologues. Ils ont soumis les dessins en question et ils leur ont demandé, pour vous, la personne qui a dessiné ce bonhomme-là, quel trouble de personnalité a-t-il? Est-il paranoïaque? A-t-il une impuissance sexuelle, etc. Ça vous fait rigoler, sauf que, malheureusement, experts et profanes dans cette expérience sont arrivés aux mêmes associations. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui a des gros yeux, pour un non-expert de la psychologie, comme pour un psychologue, c'est une personne qui va dessiner un bonhomme avec des gros yeux. Pareil pour l'impuissance sexuelle, les parties génitales qui vont être dessinées de manière plus proéminente sont un signe d'impuissance sexuelle, d'un problème en tout cas en rapport avec le sexe pour à la fois les experts mais aussi les profanes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les profanes sont très forts en psychologie comme les experts? Ou est-ce que malheureusement, experts comme profanes font des associations qui sont erronées? Malheureusement, c'est plutôt cette deuxième solution. Alors pourquoi? Eh bien parce que, en fait, en psychologie, on parle de théorie implicite de la personnalité, c'est-à-dire que lorsque on se fait une image de quelqu'un à partir de seulement quelques éléments, eh bien on met en place, on utilise ce qu'on appelle des portraits robots. Je vous ai parlé de schéma tout à l'heure, de raccourci de raisonnement, c'est un exemple. Lorsque je vous dis penser à un artiste, il est fort probable que vous pensiez à cet Italien, Bellâtre, à la Dali, et probablement un peu moins à des artistes comme par exemple Mr. Bean. Si je vous dis penser à un scientifique ou à un chercheur, probablement dans votre activation de portrait robot, vous allez avoir une image de quelqu'un avec des éprouvettes, sans doute un homme, dans un laboratoire. Et vous n'avez certainement pas pensé à moi. Eh bien, le test du bonhomme illustre la même chose. C'est ces associations entre traits de personnalité et caractéristiques physiques, par exemple, ou traits de personnalité et choix de profession, type de comportement, qui ne sont basés sur aucune donnée tangible. C'est-à-dire que dans la réalité, ça ne veut rien dire, ces associations, mais qu'on utilise pourtant et qui sont en fait ce qu'on appelle les stéréotypes. Je conclue. Alors, ces corrélations illusoires sont le pain béni de diverses pratiques paranormales ou pseudo-scientifiques, comme l'astrologie par exemple, qui va abusivement utiliser la place des astres dans la sphère pour prédire notre avenir ou notre destin. Alors, je termine sur le filtre socio-normatif quand même, c'est-à-dire que, comme je viens de le faire ici, là, avec les portraits robots, dans notre façon de traiter l'information, on a un certain nombre de stratégies qui nous permettent de contrôler notre environnement, on parle de maîtrise, mais moi j'irais même plus loin, qui vont aussi nous permettre de prédire
à notre environnement et surtout de pouvoir le manipuler à notre escient. C'est l'autoprésentation, par exemple. Donc, ici, vous avez une image d'une femme qui est habillée de manière peut-être un peu déshabillée. Et on demande dans cette expérience aux gens d'estimer la responsabilité de l'agresseur sexuel de cette personne. Eh bien, 40% des interrogés ont tendance à déresponsabiliser le violeur au profit de la victime. C'est-à-dire que si la victime lui est arrivé ça, c'est de ça. C'est aussi bien de sa faute, voire plus de sa faute, notamment à cause de son attitude, de son habillement, que à cause d'un contexte, par exemple, ou de la personnalité de l'agresseur. Pourquoi? Et bien parce que, tout simplement, le fait de savoir que c'est aux mauvaises personnes que les mauvaises choses arrivent, bah, ça va permettre que moi, qui suis une personne bien, ce genre de choses, ça ne peut pas mal. Je conclus en vous faisant partir sur cette idée que ces croyances irrationnelles, en fait, elles témoignent bien de notre besoin de contrôler notre environnement, de pouvoir le prédire et surtout de pouvoir expliquer le monde qui nous entoure. Et le seul moyen de se prémunir de ces fausses croyances, eh bien, c'est d'appliquer, en tout cas, nous, on l'utilise à l'Observatoire Astronomique, la méthode scientifique qui, appliquée à toutes ces croyances paranormales et pseudo-scientifiques, nous permet d'éliminer eh bien, les impasses intellectuelles, les fameux raccourcis dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les biais cognitifs, et tout ce qui relève d'une charge affective, émotionnelle, qui pourrait venir biaiser notre décision. Donc si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller voir sur le site. Et sinon, il y a plein de ressources en ligne qui sont sous forme de vidéos, qui sont sous forme de podcasts ici en Belgique. Si vous ne connaissez pas, c'est Jean-Michel Abressard qui en est à l'origine. Et puis plein d'autres ressources en ligne, du coup, qui vous permettront d'égayer votre cerveau.